Bonsoir au QER, bienvenue au QER de ce soir. J'espère que tout le monde sur la ligne, vous allez bien. Alors, on va démarrer tout de suite. J'ai un très grand cours pour vous aujourd'hui. Donc, on va parler de comment réussir un photoshoot et plus précisément, en tant que styliste de mode, comment faire pour réaliser ses premiers photoshoots, le faire efficacement et avoir de bons résultats pour son portfolio. Donc, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, juste un petit rappel, nos QER, on le fait pour tous nos élèves en ligne à chaque 2 semaines. Donc, on aborde de nouveaux sujets, mais surtout, à la fin, je fais une séance QER, questions-réponses ouvertes, où ce que je réponds à tous vos questionnements. Et mon but, c'est vraiment de vous garder motivés. Alors, je sais que quand on a un projet, n'importe quel projet, surtout entrepreneurial, on commence, on est motivé, après on est démotivé, après on veut être remotivé. Alors, en venant à chaque 2 semaines, se connecter avec d'autres entrepreneurs de l'industrie de la mode comme vous, ça va vous aider justement à rester motivé tout au long de l'année et de faire des power moves, faire des boss moves, OK? C'est ça l'objectif. OK, alors, rentrons dans le vif du sujet. On va parler de comment réussir des photoshoots. Et qu'est-ce qu'une styliste de mode tout d'abord pour commencer? Une ou un styliste de mode, c'est entre autres quelqu'un qui travaille généralement avec des mannequins pour réaliser des photoshoots ou des défilés de mode. Donc, c'est ça la différence avec une styliste personnelle. La styliste personnelle va généralement travailler avec des vraies personnes. Et quand je dis des vraies personnes, on s'entend que les mannequins sont aussi des vraies personnes. Mais ce que je veux dire, c'est des gens de la vie de tous les jours qui veulent refaire la garde-robe pour des situations spécifiques ou des fois juste de façon générale. Tandis que les stylistes de mode vont vraiment plus être dans l'industrie plus fashion, mode. Donc, on parle ici, encore une fois, de photoshoot, de défilé de mode. Et je vais vous donner la liste de contrats que vous pouvez avoir en tant que styliste de mode. Juste pour valider, est-ce que tout le monde m'entend bien? Si oui, j'aimerais juste voir un petit thumbs up avant que j'aille plus loin. OK, super, c'est bon, ça marche. Si jamais vous avez des questions, il y a la section discussion. Si vous avez votre formulaire, si vous êtes sur ce logiciel en anglais, en français, si c'est en anglais, vous allez voir une petite bulle qui est écrite chat. Donc, dans le chat, vous pouvez mettre des questions si vous en avez, si vous avez des commentaires ou autres. Comme ça va être interactif, puis je pourrai répondre à vos questions au fur et à mesure, selon ce qu'on discute aujourd'hui. Donc, premièrement, on va voir les différents types de contrats qui existent quand on est styliste de mode. Donc, vous pouvez être engagé pour faire ce qu'on appelle des éditoriaux. Donc, un éditorial, c'est ce qu'on va retrouver dans les magazines. Vous allez voir, c'est généralement 6 à 8 images qui se suivent. C'est la même thématique, qu'on raconte une histoire à travers ces images-là. Deuxièmement, ça peut être pour une publicité. Une publicité, ça peut être, par exemple, quand vous allez dans les métros, puis vous voyez une grande affiche avec H&M écrit dessus, avec un pull qui est à 29,99. Mais ça, c'est considéré une publicité. Ensuite, ça peut être des vidéoclips, ça peut être des photoshoots pour autre chose que juste de la publicité. Et ça peut être un test shoot. Donc, quand je dis un test shoot, la différence avec un test shoot comparativement au photoshoot, c'est que le test shoot, généralement, ce sont des personnes qui vont travailler sur cette séance de photos dans le but de bâtir leur portfolio. Donc, personne est rémunéré. Donc, par exemple, moi, je pourrais être la styliste et j'offre mes services de styliste gratuitement. Donc, je vais trouver les vêtements nécessaires. Et j'ai le photographe qui, lui aussi, veut bâtir son portfolio. Donc, il le fait gratuitement. Il ne charge pas. La maquilleuse, la coiffeuse et ainsi de suite. La mannequin aussi. Et au final, on se retrouve tous avec de belles photos que l'on peut mettre dans notre portfolio. Généralement, les test shoots, on va le faire dans nos débuts en tant que styliste et après, vous voulez justement charger pour vos services. Et faites attention, hein, je rencontre beaucoup de stylistes qui commencent avec des test shoots et finalement, ils continuent à faire des test shoots à vie. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils sont stylistes, mais ils sont encore en train de faire des test shoots parce qu'ils ont peur de charger pour leurs services. Don't be that person, OK? Don't be that girl. Demandez de vous faire payer à votre juste valeur. N'ayez pas peur que les gens vous payent. Et des fois, on a des stylistes qui sont très expérimentés ou même des photographes ou peu importe, qui sont très expérimentés et qui décident quand même de faire des test shoots. Des fois, c'est pour justement faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et qu'ils veulent rajouter à leur portfolio. Donc, par exemple, si tu as été une styliste qui a toujours fait de la mode féminine et ça fait 1, 2 ans, 3 ans que tu fais ça, tu te fais payer en tant que styliste. Mais là, tu n'as jamais eu un contrat dans le milieu de la mode masculine ou sinon pour les enfants.
Et pour justement rentrer dans ce milieu-là, tu veux prouver que tu es capable de faire le travail. Donc, tu pourrais peut-être à cette occasion-là faire un test shoot juste pour baser ton portfolio et aller chercher ce type de client-là. OK? Tout le monde me suit? J'espère que oui. Ensuite, il y a les photos promotionnelles. Donc, la différence entre les photos promotionnelles et les publicités. Publicité, c'est souvent pour vendre quelque chose, comme un vêtement ou autre. Tandis que les vidéos promotionnelles, c'est souvent les artistes vont les utiliser pour promouvoir leur album, promouvoir plusieurs choses. Donc, souvent, les artistes vont utiliser les mêmes images pendant quand même plusieurs années. Donc, par exemple, si vous travaillez avec un artiste local, peut-être que lui, il va faire des photos promotionnelles pour son album. Il va aussi l'utiliser pour son flyers, c'est des pliants. Quand il va avoir un concert, il va l'utiliser. Des bannières, il va l'utiliser, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est ça la différence entre des photos promotionnelles puis une publicité. Donc, si on continue avec le prochain point, on va voir aussi qu'il y a d'autres types de contrats que vous pouvez être appelé à faire en tant que styliste de mode. Ça peut être de faire des tournées pour des artistes, des interventions télévisées, des défilés de mode. Et là, peut-être vous demandez, mais un défilé de mode, qu'est-ce qu'une styliste aurait à faire dans un défilé de mode? Et je fais une petite parenthèse, encore une fois, je le mentionne souvent, mais je sens encore le besoin de le dire, juste en cas où que c'est la première fois que vous entendez ça. Le terme styliste est utilisé différemment en France que c'est utilisé ici en Amérique. Quand je dis Amérique, j'inclus Canada, j'inclus les États-Unis. En France, souvent, quand on fait référence à une styliste, on fait référence à quelqu'un qui crée des tenues, qui crée des modèles, donc des modélistes, qui va créer en fait une collection de vêtements. Tandis qu'ici en Amérique, on fait référence à des designers quand on parle de ce métier-là. Et nous, quand on parle de stylistes, on parle de personnes qui font vraiment juste agencer les vêtements de designers, de magasins ou autres pour créer une tenue, pour créer en fait un look. C'est ça la différence. Donc, une styliste, dans le terme du mot styliste ici, en Amérique, qui vont travailler dans des défilés de mode, leur but, ça va être d'agencer les vêtements du designer, rajouter les accessoires, s'assurer que ce soit justement présenté de la bonne ordre pour que justement ce soit agréable à regarder et intéressant aussi pour les acheteurs qui aient envie de justement acheter la collection. Ensuite, vous pouvez faire des catalogues ou vous pouvez faire des lookbooks aussi. Les deux sont similaires. Mais il y a quand même une distinction entre les deux. Normalement, les catalogues, il y a des prix qui sont indiqués, tandis que les lookbooks, il n'y a pas de prix généralement dans un lookbook. Et souvent, si vous êtes engagé pour faire un lookbook par une compagnie, c'est en fait un lookbook qu'ils vont vraiment plus utiliser à l'interne. Ils ne vont pas nécessairement l'envoyer à tout le monde. Parce que les catalogues, c'est envoyé à tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant, back in the days, il y a très longtemps, Zellers envoyait des catalogues chez vous, en fait. C'est Zellers qui fait? Ouais, Zellers le faisait. En fait, la majorité des gens le faisaient. Un peu comme on reçoit pour les épiceries, pour Super C. Bon, si vous êtes à Montréal, Super C, etc., plusieurs épiceries. Ben, en fait, Zellers faisait exactement la même chose. Vous pouvez voir les vêtements, le prix, puis vous pouviez décider qu'est-ce que vous allez acheter et aller en magasin. Ce serait considéré comme un catalogue. Donc, pour terminer, vous pouvez aussi être appelé à faire des tapis rouges. Souvent, quand vous êtes appelé à faire des tapis rouges sur une page régulière, vous allez plus avoir le titre de styliste pour célébrité. En anglais, celebrity stylist. Donc, les celebrity stylists vont souvent faire ça. Mais ça se peut aussi que vous soyez styliste de mode et juste pour une occasion spécifique, on vous demande de faire un tapis rouge. Ensuite, les commerces en ligne ont souvent besoin de stylistes pour les aider à justement bien présenter leurs vêtements en ligne. Et pour terminer, les magasins à rayons. Et aussi les petites boutiques, ça peut être aussi une cible qui peut être intéressante pour vous. Les magasins à rayons aussi ils ont besoin de nouveaux photographies pour justement bien présenter leurs vêtements, soit à l'entrée, soit à l'accueil ou autre. Donc, voici quelques petites questions que vous devez demander. Je vous recommande de les prendre en note pour vous assurer justement que si vous êtes engagé en tant que styliste, vous vous préparez justement en posant ces questions-là. Donc, la première question à demander, c'est à quelle date aura lieu le contrat? Deuxièmement, quel est votre budget? Et quand vous demandez quel est le budget, le client va vous dire, OK, j'ai un budget de, disons, 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $. Ensuite, vous devez poser la question, quels sont les honoraires pour la styliste ou le styliste? Parce que des fois, la personne va vous dire leur budget et leur budget inclut l'achat des vêtements et ça inclut votre salaire aussi en tant que styliste. Donc, si vous ne le demandez pas, vous allez peut-être penser que par budget, ils veulent juste dire le budget qu'ils ont pour le shoot, sans compter vos honoraires, mais ça se peut que ce soit inclus. Donc, il faut poser la question, il ne faut jamais supposer. Quatrième question, c'est avez-vous un budget pour les assistants stylistes? Donc, si vous dites que les honoraires pour les stylistes, c'est, disons, 2 000 $,
pour savoir est-ce que ça inclut les assistants stylistes ou est-ce que c'est vraiment juste votre horaire seul à vous, pour que vous puissiez voir si, selon le contrat de la charge de travail, est-ce que oui, c'est une charge de travail que vous pouvez faire seul? Et s'il vous faut des assistants stylistes, est-ce que le montant qu'ils vous donnent, est-ce que ça vaut la peine? Et dernier point, à quel endroit le photoshoot se fera? Idéalement, demandez l'adresse spécifique dès maintenant pour vous assurer justement de bien calculer le temps que ça vous prendra et vraiment voir encore une fois si ça vaut la peine. Moi, je me rappelle, j'ai pris un contrat avec une cliente et je ne sais pas, j'ai supposé que le contrat se ferait à Montréal, donc je n'ai même pas demandé l'adresse précise. On a signé le contrat, je lui ai dit le prix, elle m'a fait le virement, tout était bon. Jusqu'au moment que je dis, OK, super, c'est bon, peux-tu me rappeler l'adresse? Et là, je réalise que c'était à l'extérieur de Montréal. Et pour y aller, justement, à ce moment-là, je n'étais pas en auto en plus. Donc, à ce moment-là, pour y aller, j'ai dû prendre un train de banlieue. Et un train de banlieue, c'est quand même coûteux, là. Aller-retour. Et au final, ben, si j'aurais su que c'était aussi loin, j'aurais chargé plus pour le train de banlieue, mais aussi pour calculer mon temps. Le temps de plus que ça me prend pour me rendre jusqu'à là-bas. Donc, une autre question qui pourrait être pertinente à demander, c'est est-ce que le photoshoot va se faire en journée ou en soirée? Parce que l'éclairage va avoir un grand impact sur les tenues que vous allez porter et aussi sur l'atmosphère du photoshoot. Est-ce que ça va être un photoshoot à l'intérieur ou un photoshoot à l'extérieur? Il y a certains souliers, si vous les empruntez et que vous devez les retourner par la suite, ça ne va pas passer si c'est un photoshoot qui est à l'extérieur. Donc, ça, c'est une question que vous devez demander pour bien sélectionner les souliers. Qui sont les artistes, qui sont les mannequins que vous allez habiller, quelles sont leurs tailles et aussi combien de tenues vont porter chaque personne. Donc, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un a dit « Oh, je vais faire un photoshoot, puis ça va être un shoot super facile, il y a juste une mannequin. » J'étais comme « Oh, OK, I got this. Une mannequin, un look, facile. » Pour finalement réaliser que la mannequin n'allait pas porter juste un look, elle allait en porter 10. Fait qu'il y a une grande différence dans le nombre de tenues qu'elle porte parce que votre charge de travail va être x10. Donc, il faut poser ces questions-là pour vraiment bien évaluer la charge de travail avant d'accepter un contrat pour que vous puissiez voir encore une fois si vous allez payer à votre juste valeur pour le temps que vous allez investir. Une autre question, c'est est-ce qu'il y a d'autres éléments importants à prendre en considération? Moi, ça, c'est une question que j'aime demander, pas juste dans le contexte d'un contrat de styliste, dans presque dans n'importe quoi que je m'engage, acheter une auto, acheter n'importe quoi, j'aime toujours demander, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais savoir? Parce que des fois, on ne pense pas poser certaines questions, même pour un appartement ou une maison. Des fois, il y a des questions qu'on ne pense pas poser, mais que si justement, on ne pose pas la question, mais ça va faire, eux, c'est dans leur avantage, ils ne vont jamais te le dire. Fait que c'est vraiment à vous, vous devez poser la question, est-ce que... Comme vous le savez, par exemple, je viens d'emménager ici à New York, je viens tout juste de déménager. Et pour moi, personnellement, j'ai dû prendre une place sans la visiter physiquement parce que j'étais à Montréal quand j'ai décidé de faire justement cette transition ici. Et j'ai demandé plusieurs questions avant de louer justement mon appart, etc., etc. Et j'ai posé la question à la fin, j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais savoir, comme d'autres choses que je devrais prendre en considération que peut-être que je n'ai pas pensé? Parce qu'à Montréal, on pense peut-être à peut-être des coquerelles, à des petits ci, des petites ça. Mais je ne sais pas, moi, peut-être qu'à New York, il y a d'autres choses qui se promènent dans les appartements, puis je n'aurais jamais pensé poser la question. Et ils m'auraient dit, non, il n'y a pas de coquerelles, il n'y a pas de souris. Puis finalement, je reviens, puis j'aperçois qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de cohabiter avec moi. Vous comprenez? Donc, le fait de poser cette question-là, ben justement, ça m'a assuré comme, OK, techniquement, I'm all good. Je ne devrais pas avoir justement de surprise en arrivant. OK? Avec une question importante à toujours demander quand vous négociez vos contrats. Donc, au niveau des salaires, les salaires, quand on est styliste de mode, souvent, on va aller avec un taux horaire, en fait, avec un salaire, je n'aime pas utiliser le mot salaire, mais plutôt un revenu par jour plutôt que de l'heure. OK? Donc, souvent, en tant que styliste personnel, on va dire, oh, moi, mon taux horaire, c'est 100 $ de l'heure. Ou on peut faire des contrats, puis on dit, OK, mais pour un tri garde-robe, c'est 300 $, puis ça inclut notre taux horaire. Donc, quand on est styliste de mode, souvent, quand on va commencer par être stagiaire. Et stagiaire, c'est entre 0, la majorité du temps, c'est 0, à 150 $ par jour. 150 $ par jour, par exemple, si vous avez à faire des retours, ça peut être un prix qui est raisonnable quand on commence. Ensuite, vous allez transiger vers assistant styliste. OK, je vais juste mentionner, parce que là, j'ai mis des parenthèses. J'ai mis, souvent, on est stagiaire pendant 3 à 1 an avant de transiger et d'avoir un poste en tant qu'assistant styliste.
c'est différent de être styliste personnel parce que les stylistes personnels, en fait, il y a des particuliers partout dans le monde, donc tu peux trouver des clients à presque n'importe quel moment et c'est plus facile, en fait, de démarrer. Tu n'es pas obligé d'avoir un portfolio super travaillé pour pouvoir trouver des contrats en tant que styliste personnel. Tandis que styliste de mode, c'est différent. Styliste de mode, il faut que tu aies un portfolio pour bien te présenter, pour prouver justement ton expertise. Les contrats, des fois, sont un peu plus difficiles à trouver. Donc, c'est pour ça que des fois, ça prend un peu plus de temps avant de commencer de se faire payer en tant qu'assistante styliste ou même en tant que chef styliste. Donc, en termes de moyenne, on parle de 3 mois à 1 an avant de commencer à être vraiment assistant. Et ensuite, souvent, on reste dans le rôle d'assistant styliste entre 1 an à 5 ans. Okay, chaque personne, c'est différent, mais ça, c'est la moyenne. Et environ entre 150 $ à 550 $ par jour sont demandés pour un poste en tant qu'assistant styliste. Donc, si vous êtes assistant styliste, par exemple, pour un photoshoot, puis on vous recommande de vous payer seulement 75 $ pour la journée, faut se poser des questions, regarder pour voir est-ce que vraiment, pour le travail que vous allez faire, si ça va vraiment valoir la peine. Mais normalement, même si c'est juste faire des retours de vêtements en tant qu'assistant styliste, on commence à 150 $ pour la journée. Si c'est une demi-journée, 75 $ peut faire du sens. Chef styliste, on parle de 500 à 3000 $ et ensuite, quand je parle de top styliste, c'est vraiment les top stylistes que tout le monde connaît, qui travaillent pour Vogue, Elle Québec, pour Elle. Généralement, c'est des stylistes qui ont 10 ans d'expérience et plus, et leur salaire peut varier entre 3000 à 10 000 $ par jour. Donc, par exemple, si vous êtes une styliste pour célébrité, vous pouvez vous attendre à être payé jusqu'à 10 000 $ par jour pour ces contrats-là. Donc, quand vous allez justement avoir le montant, en fait, le budget que le client va vous dire qu'il a pour ce photoshoot-là, faut prendre certains points en considération. Parce que des fois, on va se dire, « Oh, mais attends, moi, je suis supposée être payée au moins 550 $ et la personne me donne juste comme 400 $. » Il y a quelques questions qu'il faut se demander. Premièrement, c'est quel type de contrat? Okay? C'est sûr que si, encore une fois, c'est un tapis rouge, vous allez vous attendre à être payé beaucoup plus que si c'est un simple lookbook. Encore une fois, si c'est un éditorial, vous pouvez vous attendre à vous faire payer plus comparativement à si vous faites juste des photos promotionnelles. Okay? Donc, il y a vraiment comme une échelle et souvent, selon le type de contrat, on peut s'attendre à être plus payé que d'autres. Ensuite, selon la ville et le pays, ça aussi, c'est super important. Parce que si on prend, par exemple, ici New York, c'est très reconnu comme une place pour les éditoriaux parce qu'il y a beaucoup de magazines qui sont situés ici. Donc, si tu es une styliste de mode à New York, tu peux t'attendre à te faire plus payer que si tu es une styliste de mode à LA, par exemple. LA, c'est très reconnu pour la mode aussi, mais LA, eux autres sont plus reconnus pour tout ce qui est relié aux célébrités. Donc, les stylistes pour célébrités sont plus payés quand ils sont à LA que quand ils sont ici, à New York. Okay? Fait que pour juste récapituler, si tu es une styliste pour célébrité et que tu habites à LA, tu risques de te faire plus payer, même si tu as la même expérience et que tu déménages ici à Montréal, juste parce que chaque ville a leur spécialité et ont plus de contrats dans certains milieux ou certains domaines. Ensuite, budget du client. Donc, c'est sûr que le client aussi va faire un grand impact. Si c'est un magazine en ligne qui vient de débuter, ils vont presque jamais avoir le budget. Ben, je peux le dire. Ils vont pas avoir le budget que, par exemple, Vogue, ils ont pour leur styliste de mode. C'est juste une question de logique. Le client en tant que tel, même s'il voudrait te payer 550 $, si c'est un magazine qui vient de débuter, il risque de ne pas avoir le budget. Ensuite, les négociations aussi, c'est important parce que des fois, ils vont vous dire qu'ils ont un certain budget, mais la réalité, c'est juste parce que vous n'avez pas assez négocié. Et c'est pour ça, justement, que vous vous retrouvez avec un contrat où vous n'êtes pas assez payé. OK? Donc, un truc de négociation que je trouve qui est super important quand on commence, c'est quand on vous demande quel est votre taux ou combien qu'on devrait vous charger, j'aime souvent poser la question, si je peux dire in reverse, et dire, mais vous, quel est votre budget en fait pour ce contrat? Parce que des fois, on se fait avoir, OK? Et là, on va raconter une histoire. Ça m'est arrivé, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais styliste et j'ai commencé à faire des conférences de mode. Fait que je commençais à faire des conférences et on commençait à me demander de plus en plus d'intervenir.
Et une bonne journée, on m'a dit, Beverly, ce serait bien que tu puisses intervenir à un événement en particulier. Et je me suis dit, oui, super, ce serait cool. Et on m'a demandé, mais combien que tu charges pour ce genre d'événement? Et là, j'ai dit, ah, mais en fait, je ne cherche pas normalement en échange, en autant que je peux, comme en échange, prendre des emails et me faire connaître. Ça ne me dérange pas trop. En fait, je peux le faire gratuitement vu que c'est juste une intervention je pense que c'est une intervention de 45 minutes. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne me fais pas payer, oui. C'est ce que j'ai dit. Rien, en fait, c'était ma réponse. Ensuite de ça, j'arrive à l'événement et je réalise qu'il y a un panel. OK? Fait qu'il y a un panel, il y a 4 autres personnes qui sont là, d'autres intervenants. Et je réalise qu'en fait, chaque personne sur ce panel se sont fait payer une bonne somme en passant. Mais moi, puisque j'étais là pour dire non, moi, normalement, je ne cherche pas pour cela. Je ne pourrais pas dire que je me suis fait avoir, mais je me suis moi-même désavantagée dans cette situation-là. Parce que le client avait un budget. Mais c'est que moi, vu que j'avais jamais été payée auparavant pour ce genre d'intervention-là, puis je le faisais toujours en échange de services, je n'avais pas réalisé justement que j'avais le potentiel de me faire payer pour ça. En tout cas, lesson learned, guys, ça m'est jamais arrivé encore. Croyez-moi qu'à partir de cette journée-là, j'ai toujours chargé pour mes interventions parce que time is money et mon expertise, ça a une valeur. Même chose pour vous. Si on veut vous engager pour faire certains contrats, moi, je recommande que vous fassiez payer pour parce que quand vous échangez votre temps contre de l'argent, quand vous échangez vos heures pour aller travailler, on vous paye pour ça parce que votre temps a de la valeur. Même chose avec votre expertise. OK, le dernier point, c'est votre expérience de travail. C'est sûr, le plus d'expérience que vous avez, le plus que vous allez pouvoir charger et le plus que vous allez vous faire payer en tant que styliste. Donc, une chose qui est importante de faire, c'est de créer un tableau d'inspiration. Donc, quand vous allez avoir le contrat et que vous êtes mis d'accord sur un montant pour ce contrat-là, la prochaine étape, c'est de créer un tableau d'inspiration. En anglais, on dit mood board. L'importance d'avoir un mood board, c'est de vraiment vous assurer que vous et votre client, vous êtes sur la même lignée de pensée. Parce que ça m'est déjà arrivé, par exemple, j'ai une cliente qui me dit, elle veut un look qui est professionnel. Et quand tu penses professionnel, tu penses à des tailleurs, des couleurs neutres, etc. J'en ai parlé justement de les différents styles vestimentaires dans notre dernier Q&A. Et au final, je lui montre le mood board et je montre ce que je compte faire avec son style pour approuver. Et elle me dit, ah non, mais moi, j'ai le droit de porter du jeans au travail, puis j'aimerais ça avoir plus de couleurs, j'aime ça les accessoires. Et au final, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle voulait un look qui était business casual ou même casual chic. Mais puisqu'elle n'avait pas bien, on s'était pas bien compris sur qu'est-ce qu'elle recherchait, j'aurais pu faire toute une séance de magasinage, avoir plein de vêtements que finalement elle n'aime pas. Et au final, elle allait sentir que je n'ai pas bien fait mon travail et que je n'ai pas été efficace en tant que styliste. Donc, pour éviter ça, faites toujours un mood board pour valider votre idée. Okay? Une chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous inspirer du style de l'artiste. Donc, par exemple, si vous avez un artiste, je vais donner un exemple comme ça, vous habillez Rihanna, mais vous pouvez vous inspirer de qu'est-ce que Rihanna, elle aime généralement pour avoir une idée de quel genre de tenue vous pouvez mettre dans votre mood board. Ce que vous ne voulez pas faire, par contre, c'est répéter une tenue que la personne a déjà portée. Comme il n'y a rien de pire que ça, comme vous arrivez pour un tapis rouge, puis vous arrivez, vous montrez à vos clientes, « Ah, voici cette robe que je voudrais porter. » Puis elle te dit, « Mais il y a 2 ans, j'ai porté exactement la même robe, sauf que les épaulettes étaient plus larges. » Comme, « Did you do your homework? » Est-ce que tu as fait tes devoirs pour vérifier justement qu'est-ce qu'elle a fait auparavant? Fait que c'est vraiment important de ne pas répéter les tenues qui sont déjà portées par ces artistes-là. Faites des recherches sur les photographes aussi pour voir qu'est-ce que les photographes aiment généralement, quelle est l'ambiance des photographes pour que ça puisse vraiment fitter avec les vêtements. Et évitez de mettre les photos des participants dans votre mood board. Ça risque d'être un peu étrange pour l'artiste de se voir dans son mood board, en fait, parce qu'elle cherche de l'inspiration. Moi, je trouve que la meilleure chose à faire, c'est de prendre les tenues puis de juste couper à ce niveau-là, donc de ne pas montrer les visages, à part si vous voulez vraiment montrer un accessoire. Essayez de diversifier les photos aussi, donc de ne pas juste avoir des photos qui sont streetwear, mettez streetwear, mettez des photos d'éditoriaux aussi pour qu'il y ait comme une bonne chimie ou une bonne variété de photos. Et évitez les inspirations de maquillage et coiffure si vous êtes seulement engagé pour faire ce qui est styliste. Okay? Donc, si vous êtes engagé comme styliste, il y a une maquilleuse et il y a une coiffeuse. La maquilleuse va faire son tableau d'inspiration à elle. La coiffeuse va faire son tableau d'inspiration à elle. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre
d'inspiration maquillage ou coiffure parce qu'en fait, ce n'est pas votre expertise. Donc, laissez ça à ces experts-là et vous faites vraiment que le style vestimentaire. Par contre, si vous êtes appelé à faire un test shoot et c'est vous qui êtes en charge du test shoot, donc vous dites par exemple, Paniel, elle dit, moi, je vais faire mon premier test shoot et je veux trouver une photographe, je veux trouver une maquilleuse, je veux trouver une artiste et je veux moi-même décider quelle va être l'ambiance du photoshoot. À ce moment-là, oui, c'est à toi de faire un mood board pour montrer à la maquilleuse ce que tu aimerais avoir, mais aussi montrer à la coiffeuse ce que tu aimerais avoir et ainsi pour le photographe ou la photographe. Donc, voici un exemple de mood board que vous pouvez faire qui est très simple à réaliser. Vous pouvez le faire sur Word, vous pouvez le faire sur Canva. Moi, j'aime ça quand c'est simple, épuré, clair, facile à exprimer. On regarde ce look-là, puis on comprend qu'on cherche un look qui est éclectique, afro-chic, et c'est pas compliqué, en fait, de deviner c'est quoi l'ambiance de ce photoshoot-là. Puis, il faut que ce soit aussi clair pour vous aussi quand vous allez faire votre photoshoot et que vous allez créer votre tableau d'inspiration. Donc, une chose que je vous recommande de faire, c'est de vous assurer que si vous avez un call sheet, généralement, il y en a un quand c'est des grands photoshoots, ou même comme vous allez créer votre propre photoshoot, vous pouvez créer ce qu'on appelle un call sheet. À la fin de la séance, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Je vais juste m'assurer de passer à travers le cours avant et après, je vais vous montrer ça. Donc, un call sheet, en fait, c'est généralement remis la veille. Et c'est juste pour faire un rappel de toutes les informations qui ont été données. Donc, le lieu, l'heure de la rencontre. Et c'est juste un rappel et on l'envoie la veille juste pour ne pas qu'il y ait d'autres changements de dernière minute. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment envoyé juste la veille à titre de rappel. Hey guys, everyone, on se voit demain à 19 h. Voici l'adresse et voici l'entrée où il faut rentrer dans le bâtiment, par exemple. C'est très important d'être ponctuel, donc c'est vraiment important de vous assurer de ne pas avoir juste l'adresse, mais aussi savoir à quel endroit il faut rentrer. Donc, une question pertinente à demander serait juste de dire, OK, est-ce qu'il y a plusieurs entrées, juste pour savoir vers où que je dois rentrer. Moi, par exemple, si vous... Je ne sais pas si... OK, je ne vais pas donner cet exemple parce que ce n'est pas tout le monde qui est à Montréal, mais par exemple, il y a certaines écoles, certaines universités, là, quand vous arrivez à cette université-là, si vous n'arrivez pas dans la bonne porte, vous pouvez marcher carrément 15 minutes pour vous retrouver au bon endroit. Parce qu'il y a tellement d'annexes et de portes par-ci, de portes par-là. Donc, ça peut justement créer un retard. Et aussi, pour être ponctuel, il faut venir à l'avance. Donc, si le rendez-vous est à 19 h, arrivez pas à 19 h. Arrivez au moins à 6h30 p.m. ou même avant ça. Donc, quand ça vient, en fait, au magasinage, donc là, peut-être que vous vous posez la question, OK, j'ai un contrat, j'ai un mood board, mais maintenant, comment je fais pour aller chercher ces vêtements-là? Parce que qui va payer pour tous ces vêtements-là? Donc, il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver des vêtements pour faire des photoshoots. Premièrement, il y a les petites boutiques. L'avantage avec les petites boutiques, c'est que c'est facile de négocier une entente d'emprunt sans frais. Parce que souvent, pour les photoshoots, les clients vont avoir un petit budget comparativement à tous les vêtements qu'ils ont besoin. Donc, par exemple, ils vont te dire, « Ah, j'ai un budget de 1 000 $ pour ce photoshoot en termes de vêtements. » Mais en réalité, puisque tu dois avoir plusieurs options de vêtements, ça ne va pas coûter 1 000 $ tous les vêtements qu'il faut que tu amènes, ça va peut-être te coûter 5 000 $. Mais qui va sortir de ses poches 5 000 $, right? Donc, l'idéal, en fait, c'est que tu veux sortir le moins d'argent de tes poches en ayant justement des ententes avec les boutiques. Donc, les petites boutiques, c'est facile de créer des ententes avec eux. Ensuite, pour les magasinages en ligne, il faut juste garder en tête que le processus de remboursement est souvent plus lent. Donc, si tu as payé avec ta propre carte de crédit pour te faire rembourser, il faut garder en tête que tu as un délai. Et quand tu es styliste de mode et que tu as plein de contrats en même temps et que tu fais plein d'emprunts en même temps, il faut vraiment prendre ça en considération parce que si tu as une limite sur ta carte de 10 000 $ et que tu as emprunté pour 5 000 $ et là, tu as un deuxième shoot et un troisième shoot, ben, tu as intérêt d'avoir remboursé toutes les choses que tu avais remboursées pour pouvoir avoir assez dans ta carte pour justement couvrir tout ce que tu as acheté. Ensuite, il y a la possibilité de faire de la location de vêtements. Il y a plusieurs, en fait, dans toutes les villes, il y en a. À Montréal, il y a louer une robe, il y a petite robe noire, il y en a plusieurs. Donc, des fois, c'est possible de juste louer en échange de service. Vous lui dites, regarde, je vais emprunter cette robe-là, je vais la louer. Puis, en échange, votre nom va être dans l'éditorial. Donc, dans le magazine, on va voir votre nom. La majorité des locations de vêtements sont intéressées si c'est un magazine qui les intéresse. Ensuite, il y a les showrooms, les salles de montre. Donc, les designers, c'est là qu'ils vont montrer justement leurs vêtements dans des salles de montre. Et je vais vous montrer justement le processus pour aller avoir les vêtements de designer et aussi le processus pour pouvoir emprunter des magasins à rayons.
OK? Donc, encore un petit rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'ai vu quelqu'un a levé la main, mais si tu as une question, tu peux le mettre directement dans le chat box. Je vais voir la question et je vais pouvoir prendre le temps de répondre à ça. OK. Donc, ça m'amène au prochain point qui est la demande d'échantillon. What is this? What is this? Est la question que peut-être que vous vous demandez. Donc, une demande d'échantillon en anglais, ça s'appelle it's a sample request. Et au fond, c'est le processus qu'on utilise quand on veut emprunter des vêtements auprès de designers. Donc, prenons l'exemple d'un designer comme, je vais prendre un exemple, bon, je vais juste prendre, disons, Chanel, OK? Admettons, tu vas faire un photoshoot pour Vogue, pour une célébrité comme Beyoncé, et tu aimerais la mettre dans une robe Chanel. Donc, tu n'as pas le budget pour acheter une robe Chanel, peut-être, OK? Peut-être que c'est 20 000 pour la robe en question que tu aimerais avoir et que tu n'as pas ce budget-là. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une demande d'échantillon. Donc, tu les demandes d'emprunter un de leurs échantillons pour l'occasion de ce photoshoot et ensuite, tu vas les ramener. Fait que des fois, tout dépendant du photoshoot et du designer, ça se peut qu'on te demande d'avoir une lettre de responsabilité d'un magazine. Une autre façon de le dire, Chanel va dire, Beverly, j'ai jamais travaillé avec toi auparavant et cette robe, elle coûte 20 000 $. Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Et moi, ce que je vais dire, c'est, c'est notre première fois qu'on travaille ensemble, je vais faire ce photoshoot pour Vogue Magazine et c'est pour ça que j'ai une lettre de responsabilité. Donc, Vogue se porte comme garant si jamais quelque chose arrive, Vogue va repayer ce 20 000 $. La Chanel va être comme, ah, OK, Anna Wintour, OK, c'est bon, j'ai pas de problème. Je suis prête à t'emprunter justement la robe. OK? Faut rajouter des faits intéressants sur l'artiste quand vous faites une demande d'échantillon. Donc, une demande d'échantillon, c'est une lettre qui explique au designer, j'aimerais emprunter cette robe pour cet artiste, pour ce magazine. Et le plus que c'est croustillant, j'aime dire, le plus que la lettre elle donne l'envie, en fait, au designer de vous l'emprunter, le plus que ce designer risque de vous l'envoyer l'échantillon. Parce qu'il faut garder en tête que vous n'êtes pas les seuls en train de demander des échantillons. Il y a d'autres stylistes qui ont des célébrités ou qui ont des mannequins qui doivent habiller. Donc, ils sont tous en train de demander au designer, Chanel, s'il vous plaît, est-ce que tu peux m'emprunter cette robe-là? Est-ce que tu peux m'emprunter celle-ci? Et Chanel, à un moment, va devoir s'asseoir et se demander, est-ce que j'emprunte ma robe à Beverly ou est-ce que j'emprunte ma robe à cette styliste-là? Donc, le plus que votre projet a l'air intéressant, le plus qu'ils vont décider d'aller avec vous. Mettez les photos des items que vous voulez emprunter. Il ne faut pas que Chanel soit en train de deviner quelle robe que vous voulez. Il faut que ce soit clair, que ce soit indiqué avec la photo quelle robe qui vous intéressait. Et si vous avez d'autres informations pertinentes par rapport au contrat, important de le mentionner, comme par exemple s'il y a un délai de plus que de la normale, etc. Donc, quand ça vient au magasin, donc par exemple, si vous voulez emprunter chez Zara ou vous voulez emprunter chez des magasins comme ça, il y a ce qu'on appelle, en anglais, on dit Studio Stylist Policy, Studio Services Policy en France, ou sinon, des fois, on dit juste Stylist Policy. Ça dépend du magasin, ils ont tous des noms différents. Et en français, souvent, ça va être politique de styliste. Donc, la politique de styliste que ça te permet de faire en tant que styliste, c'est d'arriver en boutique et de dire à Zara, j'ai un photoshoot, je suis styliste, j'aimerais ça emprunter quelques vêtements. Est-ce que tu me permets de le faire? Zara, généralement, va te dire oui, mais attention, il y a quelques petites restrictions. Premièrement, souvent, Zara va imposer, ou pas juste Zara, la majorité des boutiques de ce genre vont dire je te l'emprunte, mais il y a une partie de ce que tu empruntes que je m'attends à ce que tu achètes. Et ça, c'est comme ça va couvrir nos frais de manutention. Okay, quand ils disent frais de manutention, c'est comme, quelle manutention? Tu as juste pris les vêtements et tu me l'as donné. Tu n'as pas vraiment fait grand-chose. Mais c'est juste une façon pour le magasin de se dire, regarde, je t'ai emprunté ces vêtements-là, mais j'aimerais ça que tu, au moins une partie de ce que tu empruntes, au moins 10 ou 20 que tu empruntes, au moins tu vas le garder et tu vas vraiment l'acheter. Ensuite, des fois, ils vont te dire, regarde, il y a certains de mes items que je ne peux pas t'emprunter parce que ce sont mes meilleurs vendeurs. Tout le monde court pour acheter cette jupe. Je sais que tu l'aimes. Mais si je te l'emprunte et que tu ne l'achètes pas par la suite, mais j'aurais raté une vente. Donc, des fois, certains meilleurs vendeurs, ils vont dire non, ce n'est pas possible de l'emprunter. Ensuite, au niveau des dates de remboursement, il y a un délai pour se faire rembourser, donc il faut garder ça en tête. Et souvent aussi, ils vont te dire tu peux rembourser, mais pas à nos heures de pointe quand il y a trop de monde parce qu'ils veulent éviter qu'une styliste arrive avec 50 vêtements à retourner quand il y a déjà une ligne d'attente qui va jusqu'à la porte.
Et vous terminez, souvent, ils vont demander une carte de crédit comme garantie ou une carte de crédit qui peuvent être mis au dossier. Et donc, c'est important d'avoir une carte de crédit. Si vous êtes styliste de mode, vous devez bâtir votre crédit pour avoir assez d'espace sur votre carte pour faire des emprunts, pour faire des retours. C'est en fait un outil qui est essentiel en tant que styliste de mode. C'est dur de s'en passer, en fait. OK? Donc, ça, c'est pour le magasinage. Donc, avant le tournage, il faut bien sûr s'assurer que les vêtements qui ont été sélectionnés sont appropriés pour le photoshoot. Il faut le valider que ça va à l'artiste, que ça va avec, que le photographe est satisfait ou le client est satisfait. Donc, il y a moyen de faire justement l'essayage en personne. Et si vous êtes à distance et qu'il n'y a pas moyen de rencontrer l'artiste ou le client, vous pouvez le faire avec des photos ou en vidéo. Vidéo, je trouve que c'est plus efficace qu'en photo, mais vraiment, tout dépendant de la situation, des fois, c'est juste en photo. Il faut prendre en considération le temps de location. Donc, si, par exemple, vous faites une location aujourd'hui, puis votre photoshoot est dans 2 semaines, et que la politique de remboursement, c'était juste 3 semaines, ça veut dire qu'il va vous rester juste 1 semaine après le photoshoot pour tout retourner. Et si par malheur, la date du photoshoot a été déplacée d'1 semaine, mais là, tu es dans la galère. Parce que là, comment tu vas faire pour faire le photoshoot et le rembourser également? Okay? Donc, essayez de ne pas emprunter trop à l'avance parce que quand on emprunte trop à l'avance, quand on arrive justement le jour du photoshoot, on est un peu serré quand c'est le moment de faire les retours. Donc, pensez à ça. Ensuite, créez une expérience magasin. Si la personne vient chez vous dans votre studio ou la personne vient vous déplacer, même si vous vous déplacez chez la personne, depuis que c'est en personne, essayez de donner une genre d'expérience magasin. Donc, créer un environnement agréable. Moi, j'aime même amener comme, j'ai mon petit feu ici, que j'aime beaucoup, à la vanille, par exemple. Donc, des fois, je vais juste amener mon petit Airbrisk ou Febreze, juste pour que ça sente bon. Puis j'en ai profité pour en mettre parce que j'aime tellement l'odeur. J'aime tellement l'odeur de la vanille. Donc, c'est ça. Fait que j'amène comme quelques odeurs. Des fois, je place les vêtements de façon à ce que ce soit agréable sur un rack. Donc, essayez de vraiment créer. Oh oui, j'aime aussi amener une petite fleur. Donc, j'essaie juste de créer comme un environnement agréable et que quand la personne va essayer, qu'elle se sente bien. Et ça aussi, c'est un truc pour les stylistes personnels. Même les stylistes personnels, quand vous faites des essayages chez le client, et que vous achetez les vêtements sans qu'ils soient là, puis ensuite ils viennent l'essayer, c'est bien d'amener justement cette expérience client aussi, cette expérience magasin chez eux. Ensuite, étiqueter les tenues vedettes. Donc, les tenues vedettes, c'est vos tenues que vraiment vous dites que c'est vos tenues préférées. Donc, admettons que votre client avait dit qu'il voulait 3 looks. Vous allez avoir 3 tenues vedettes. Ça, c'est les 3 looks que vous espérez que vraiment tout va bien se passer. La cliente va aimer. Ça va aller sur sa silhouette. Il n'y aura pas de briseur. C'est comme vos 3 top choix. Mais ensuite, vous devez aussi avoir des backup looks. Okay? En cas où il y a quelque chose qui se passe avec la jupe ou peu importe, vous allez avoir des backups. Puis montrer les variations des looks. Durant l'essayage, par exemple, si vous avez une jupe blanche, montrez la jupe blanche avec un haut blanc. Si vous avez dit qu'il voulait un look totalement blanc, mais que finalement, vous avez trouvé un look totalement crème que vous aimez, vous pouvez montrer à ce moment-là, « Hey guys, je sais que vous avez demandé un look tout blanc, mais voici un look tout crème. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous voulez rester avec le blanc? Oh my God! Une chance qu'on t'a engagé. Toi, là, t'es comme, ouf, tu lis dans nos pensées ou tu vas au-delà de ce qu'on te demande. Oui, on va aller avec le look all cream. » Donc, vraiment, c'est à vous de prendre l'initiative et de montrer des variations. Donc, ce que je fais toujours pour tous mes élèves, c'est que je les recommande de faire ce qu'on appelle un projet hors site. Donc, un projet hors site, c'est vraiment d'aller sur le terrain avec des vraies personnes et de faire quelque chose qui vraiment une styliste ferait dans la vraie vie. Et je vous recommande de faire ceci qui est un test shoot. Fait qu'un test shoot, ça va être vraiment d'aller sur le terrain puis de créer votre propre photoshoot. Donc, c'est de trouver le photographe, trouver le mannequin, trouver la maquilleuse et la coiffeuse pour justement créer un photoshoot. Et je vais vous donner quelques exemples de thématiques que vous pouvez utiliser à la fin de ce cours et vous allez pouvoir faire justement un photoshoot. Donc ça, c'est un photoshoot qui a été réalisé par Bianca, qui était mon élève, mais qui fait maintenant partie de l'équipe BU. Et ça, c'était son premier photoshoot qu'elle a fait. En fait, elle a fait un test shoot dans le cadre du cours et ensuite, elle a fait ce shoot. Ça a été publié dans un magazine en ligne. Ça a été fait, c'était les vêtements d'un designer très reconnu qui est Melissa Neptune, qui est reconnue ici à Montréal, en fait, au Québec. Donc, c'était vraiment un super beau photoshoot pour quelqu'un qui faisait ça pour une première fois.
Donc, et en plus, à ce moment-là, je pense qu'elle avait juste 19 ans, si je ne me trompe pas. Donc, si je peux vous montrer, c'est possible pour vous aussi de faire des photoshoots de ce genre. Et je me rappelle, Bianca, elle est tellement étonnée. Elle s'est dit, oh my God, like, wow, like, what? Like, I did this, like, I did this. Et c'est vraiment la même chose pour vous, OK? Vous avez tellement de talent et des fois, on a juste peur et on ne se donne pas une chance. Donc, donnez-vous justement cet objectif-là de faire votre premier tel shoot dans le but de bâtir votre portfolio. Même si vous voulez être styliste personnel, c'est très bien comme expérience pour justement juste voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire au niveau du stylisme. Donc, au niveau de l'équipe, OK? Donc, quand vous êtes dans un photoshoot, dans un contexte de photoshoot, en tant qu'assistant styliste, il faut garder en tête la première chose qui est le patron, OK? Parce que tout le monde va avoir son mot à dire. Le magazine va se dire, ils veulent telle chose. Après, l'artiste, surtout si vous êtes une célébrité, va te dire, ils n'aiment pas ça. Des fois, même les mannequins vont te dire, je ne sais pas si c'est beau, vraiment, cette couleur-là. Normalement, les mannequins ne sont pas supposés dire de quoi, mais des fois, ça leur arrive qu'ils donnent leur opinion puis ils ne sont pas d'accord avec votre tenue. Donc, il y a une fois même une coiffeuse, je me rappelle dans un photoshoot, une coiffeuse était en train de donner des commentaires, like, hello, comme genre, concentre-toi sur ta coiffure, je vais me concentrer pour le look de la personne, OK? Et fait qu'en fait, tout le monde, souvent, ils ont comme leur mot à dire, mais au final, tu dois toujours te demander, who's the boss? Qui est le patron? Qui m'a engagé? Qui me paye? Fait que si le client m'a dit qu'il voulait un look de la tête aux pieds pink, OK? Du rose de la tête aux pieds, et que la coiffeuse me dit, tu trouves pas qu'il y a un peu trop de rose? Je vais lui dire, non, c'est bon, OK? Je vais laisser le look comme qu'il est. Parce que mon client, celui qui me paye, c'est le magazine, OK? Le magazine a été très précis, le magazine a été très clair. Fait qu'au final, il faut toujours revenir à qu'est-ce que le patron, celui qui t'a engagé, t'a demandé. C'est facile quand c'est des personnes qui sont du même niveau que toi ou que tu connais, même si tu ne connais pas, mais qui sont comme pas nécessairement dans le même champ d'expertise que toi, comme si une coiffeuse ou quelqu'un te dit ça, c'est facile de dire, you know what, comme non, c'est correct, je vais continuer avec ça, mais ça devient plus dur quand on travaille avec des artistes ou des personnalités publiques, parce que là, on veut les plaire aussi. Mais au final, si vous habillez Serena, puis Serena te dit qu'elle n'aime pas la robe, mais que le magazine a dit qu'il le voulait à 100%, tu n'as pas le choix de continuer avec ce que le magazine a été. L'idéal, c'est de trouver un juste milieu et que tout le monde soit content. But si tu dois faire un tri, puis parce que personne n'est content, va avec ce que le patron, celui qui te paye, t'a demandé. Il faut toujours amener des vêtements en backup en plus de les top looks, mais ce que je voulais dire, c'est aussi les essentiels. Donc, il y a des choses qu'il faut toujours... Et tout à l'heure, je vais vous faire une liste des essentiels, tout ce qu'il faut que vous amenez avec vous. Vos top looks, c'était vos looks vedettes. Bien sûr, il faut les amener, like duh, mais je le mentionne quand même juste en cas où. Fait qu'ayez vos looks vedettes en plus des vêtements en backup. Avoir un tailleur expérimenté sur place est très pertinent. Si vous, en passant, je sais qu'il y a beaucoup de nos élèves qui sont stylistes personnels ou stylistes de mode, mais ils sont aussi designers, ils ont déjà pris des cours de couture. Ça, là, c'est un atout. Si vous voulez travailler avec une styliste de mode en tant qu'assistante, puis vous savez comment coudre, mettez-le dans votre CV, mentionnez-le parce que ça, c'est un atout. Comme ça, au lieu d'avoir un autre tailleur, ils vont tout simplement pouvoir travailler avec toi parce qu'il y a souvent des choses qui se déchirent, des choses qui se déplacent, des choses qu'il faut juste replacer. Donc, si tu as déjà cet atout-là, c'est bien. Amène ton petit kit de couture, etc. Surtout si tu es la styliste et tu n'as pas d'assistante, tu n'as pas de tailleur parce que tu es seule, amène ta petite trousse de couture en cas où que quelque chose se découle. Et il y a aussi d'autres choses d'urgence qu'il faudrait amener que je vais vous mentionner. Une dernière chose que je veux vraiment vous rappeler, c'est de prendre en photo l'emplacement des étiquettes avant le photoshoot. Parce que durant le photoshoot, il y a des choses qui se passent. Des fois, tu sais que c'est quelque chose que tu dois retourner au designer ou que tu dois retourner au magasin. Et par négligence, la mannequin, par exemple, enfile le vêtement super rapidement puis elle déchire quelque chose ou l'étiquette s'est enlevée. Et là, tu dois replacer l'étiquette. Mais c'est dur de replacer une étiquette si tu ne sais pas où elle était à la base. Donc, en prenant la photo, au moins, tu sais que si jamais il y a une petite urgence, quelque chose qui s'est passé, tu pourras replacer le tout sans difficulté. OK, j'espère que tout le monde me suit. Je sais que ça fait quand même 40 minutes que je parle. OK, normalement, c'est plus interactif, mais vu que c'est en ligne, j'en profite pour vous donner le plus d'informations possible et après, je vais faire la période de questions-réponses. Donc, stay with me, stay réveillé. S'il le faut, prenez de l'eau. OK, prenez une petite pause. Boire de l'eau. Parce que j'ai encore beaucoup d'informations à vous partager. I'm going all in, OK? Je vous donne tous mes secrets.
OK. Ensuite, quand on y va, le jour du tournage, OK? En fait, avant même qu'on parle du tournage, de façon générale, si vous voulez vraiment être styliste de mode, hier, je parlais avec une élève qui me disait, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est styliste de mode, même si je sais que c'est un peu plus difficile à commencer dans la région où je suis, c'est vraiment ce que je veux faire. Et je lui ai mentionné que, justement, voici les étapes. OK? Souvent, on va commencer avec des stages. Faites pas des stages pendant comme toute votre vie non plus. Là. Comme, encore une fois, il y a des personnes qui font des stages pendant des années et ils font jamais la transition. OK? C'est pas ce que je recommande. OK? Donc, souvent, quand on est en stage, OK, c'est une bonne façon de commencer son portfolio. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des test shoots. Donc, les test shoots, ça va être des photos, encore une fois, des photoshoots que vous faites gratuitement ou en plus en échange de services avec d'autres intervenants, d'autres artistes, dans le but de bâtir votre portfolio. Ensuite, généralement, quand ça vient quand tu fais un test shoot, là, maintenant, je vais parler de comment trouver les vêtements. OK? Parce que là, quand on fait un test shoot, souvent, on n'a pas quelqu'un pour nous endosser si jamais il y a une erreur. Donc, les grands designers, souvent, ils ne veulent pas nécessairement nous emprunter. Mais ce que vous pouvez faire, c'est premièrement regarder au niveau de vos amis, de vos familles, même votre garde-robe à vous. Des fois, il y a des items que vous pouvez utiliser. Ça peut être des accessoires que vous avez qui fit exactement avec la thématique, ou vous avez une sœur qui a exactement une paire de souliers qu'elle vient d'acheter, que vous avez besoin, et vous pouvez utiliser ces choses. Quand c'est un test shoot, le but, c'est de vraiment faire le plus avec le peu possible. Vous ne voulez pas dépenser de grandes sommes parce que c'est vraiment juste, en fait, au bâtir votre portfolio. Pas juste parce que c'est quand même important, mais je veux dire, vous n'êtes pas en train de faire de l'argent avec ce photoshoot, donc vous voulez limiter vos dépenses. Deuxième chose, vous pouvez aller voir des designers locaux. Donc, les designers locaux sont souvent très, très heureux d'emprunter leurs vêtements pour des test shoots parce que ça devient une façon pour eux d'avoir des photos pour leur propre collection. Des fois, ils n'ont pas le budget d'engager des photographes, mais justement, le fait qu'il y a un styliste qui emprunte les vêtements, ils ont des photos gratuites, en fait, qu'ils peuvent réutiliser par la suite. OK? Fait que les designers locaux sont souvent très intéressés à ça. Et l'autre option, quand on commence, c'est d'acheter les vêtements et les rembourser par la suite. C'est vraiment, moi j'aime toujours dire, ça c'est vraiment dernier recours. Si vous avez tout essayé, vous avez regardé dans votre garde-robe, alentour de vous, les designers, puis malgré ça, il y a des items que vous avez besoin et vous savez que ce pas des vêtements que vous allez garder, vous pouvez les acheter, faire la photo avec et les rembourser. Mais en fait, j'aime beaucoup moins cette façon de faire. Donc, je recommande vraiment juste de le faire au début, vraiment, si vous êtes vraiment désespéré et que vous n'avez pas d'autre option. Et moi, je sais que les fois que j'ai fait ça, que j'ai acheté et remboursé, je m'assurais au moins de garder une partie ou de acheter en fait une partie des items que j'achetais juste parce que je trouvais que moralement, je me sentais plus à l'aise avec ça. OK? Fait que c'est ce que je vous recommanderais de faire aussi, mais encore une fois, c'est à vous de voir. Donc, vous allez avoir votre portfolio. Ensuite, généralement, vous travaillez comme assistant styliste. Vous faites par la suite des photoshoots et ensuite le processus. En fait, je vais juste répéter. Normalement, vous faites des stages. Ensuite, vous faites des test shoots pour bâtir votre portfolio. Ensuite, vous transigez à être assistant styliste. Ensuite, vous commencez à faire vos propres photoshoots où ce que vous êtes payé en tant que styliste. Et ensuite, vous devenez styliste en chef parce que vous avez une équipe qui travaille pour vous. Vous comprenez le processus? Parfait. Donc, des outils qui sont nécessaires, je vais passer très rapidement. Premièrement, des rubans adhésifs, c'est super important. Il y a le painter's tape, il y a le gaffer's tape. Souvent, le painter's tape, c'est facile à enlever. Le gaffer's tape est plus rigide. Donc, comment qu'on fait pour, par exemple, souvent le terme taper nos souliers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le painter's tape en premier dessus parce que c'est facile à enlever. Et par-dessus, on va mettre le gaffer's tape. Parce que justement, le gaffer's tape va mieux protéger la semelle qu'un painter's tape. Un painter's tape, c'est tellement mince que toutes les traces, n'importe quoi qui arrive, en fait, ça va apparaître dans la semelle. Puis quand vous allez aller chez Aldo, vous allez demander un remboursement, ils vont dire non, non, tu l'as porté, on le voit. Mais avec le gaffer's tape, ça va bien le protéger. Mais si vous mettez que le gaffer's tape, ça va être dur à enlever. Je me rappelle mon premier photoshoot. Oh my God, je me rappelle encore de ces talons-là. Ils étaient super beaux. Puis honnêtement, ça ne m'aurait pas dérangé de les garder. Mais la mannequin, elle portait des 6. Moi, je porte un 9. Moi, c'est comme je ne peux pas le porter. Et j'avais mis justement le mauvais tape. J'avais mis un gaffer's tape. Et quand j'ai voulu l'enlever, c'était super collé. J'ai dû le frotter, faire plein de choses. J'ai dû prendre un ciseau pour... Oh my God, c'était la catastrophe. Et heureusement pour moi, ils l'ont accepté. Je pense qu'ils ont... Je ne sais pas. Ils l'ont accepté, heureusement pour moi. Mais vraiment, il faut faire attention. Fait que vous mettez painter's tape et par-dessus gaffer's tape. Et si c'est un photoshoot qui est à l'extérieur, le truc que je vous recommande,
c'est de faire paint your stay, de mettre par la suite, on dit en anglais panty liners. Donc, vous savez, comme une serviette sanitaire ou une petite serviette sanitaire, vous pouvez la mettre en dessous et par-dessus mettre le gaffer's tape. Parce que là, ça va devenir comme un coussin. Puis vraiment, si vous êtes à l'extérieur, ça ne va pas affecter. Là, je vous donne des trucs, là. Il faut prendre des notes. Un défroisseur, c'est un must. OK, si vous êtes styliste, vous n'avez pas de défroisseur, like, what is you doing? Comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, comment tu viens en set et tu n'as pas de steamer? Ça ne fait aucun sens. Donc, il y a des steamers qui sont super faciles, très portatifs, comme le Prissy qui est ici, que vous pouvez acheter à 20, 30 $. Et même pour vous, pour votre vie personnelle, ça vaut la peine de l'avoir. D'autres outils qui peuvent être bien à avoir, c'est une attacheuse à étiquette. Comme ça, si jamais une étiquette s'enlève, vous pouvez le remettre. Vraiment, si vous êtes styliste de mode et vous faites ça régulièrement, vous allez voir c'est un outil que vous allez utiliser. Mais si vous êtes styliste personnel et vous faites juste 1 ou 2 photoshoots, c'est peut-être pas nécessaire de justement investir dans cet outil-là. Et des pinces aussi, c'est très pratique. Parce que des pinces, des fois, il y a un vêtement qui est trop grand, vous faites juste le pincer d'en arrière. Parce que d'en avant, on voit la tenue, mais en arrière, on ne voit rien. Et souvent, en arrière, il y a plein de pinces, il y a plein de choses, il y a plein de... Donc, avoir des pinces, c'est très pratique pour justement ajuster les vêtements à la silhouette de votre mannequin. Et là, j'ai une longue liste de choses que vous pouvez amener. Je vous recommande de faire un screenshot parce que je vais passer à travers très rapidement. Et pour toute manière, les élèves de BU, vous savez, tous les élèves qui sont dans tous nos élèves en ligne, en fait, vous allez avoir accès à la rediffusion de ceci et vous n'allez pas avoir, en fait, à le renoter. Mais je le dis quand même, OK? Fait que des cintres, des housses, de la lingerie, c'est bien à avoir, juste en cas où que justement la mannequin, elle arrive avec souvent des bobettes roses, OK? Si elle arrive avec des culottes roses et finalement, ça transparaît dans vos vêtements, avoir de la lingerie non utilisée, bien sûr, en cas où, en urgence, c'est bien. Des lingettes, souvent le maquillage, ça va venir s'appuyer sur certaines choses. Des lingettes, c'est toujours pratique. Des ciseaux, des marqueurs. Tie to go, ça sauve des vies. Des petits sacs pour mettre les accessoires ou les choses que vous ne voulez pas perdre. Une caméra pour prendre en photo, ou sinon juste votre sel, prendre en photo les étiquettes. Un kit de couture, je vous l'avais mentionné tout à l'heure, et un rouleau à Sharpie pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de petite poêle ou il n'y a rien, en fait, qui dépasse. Maintenant, parlons du retour. Oh my God, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je parle. OK. Les retours, OK. Fait que le jour du photoshoot, il faut préparer le retour. Il ne faut pas attendre à la fin du photoshoot pour le faire. Si vous pouvez faire ça comme tranquillement pendant le photoshoot, progressivement, c'est l'idéal. Donc, quand vous emballez les vêtements, idéalement, mais pas idéalement, il faut remettre les bons vêtements dans la bonne housse. Donc, surtout quand vous portez, quand c'est des grands designers, leur housse, en passant, c'est de la bonne qualité. Là. Fait que vous ne voulez pas arriver avec une petite housse du Dollarama, du marché à $1, puis leur housse à eux, vous l'avez perdu, vous l'avez égaré, vous l'avez mélangé, c'est inacceptable. Catégoriser par magasin aussi, c'est bien, comme ça va se faire plus vite. Vous savez que, par exemple, toutes vos choses de Zara vont dans un sac, toutes vos choses de H&M vont dans ce sac, toutes les choses de ce designer vont là. Assurez-vous avant de partir que vous avez tous les items. Moi, je recommande d'avoir une liste ou sinon, vous pouvez tout simplement avoir toutes vos factures puis juste un à un passer à travers. Pour vous assurer, parce que je ne voulais pas arriver chez vous et dire « Oh my God, j'ai oublié quelque chose là-bas » ou « Oh my God ». Fait que vraiment, assurez-vous que vous avez tout. Empilez les items les plus lourds en dessous. Donc, si vous apportez plusieurs choses à la fois, les plus lourds ou les plus fragiles sont en haut. Bien sûr, comme les accessoires, mettez ça en haut. Retour sans emballage initial. On retourne dans l'emballage initial, c'est ce que j'avais mentionné aussi par rapport aux housses. Livraison, oui. Donc, si vous faites livrer, vous avez fait une demande d'échantillon, par exemple, pour Chanel, l'exemple que je vous avais donné, et là, vous voulez retourner justement cet échantillon-là à Chanel. C'est important d'avoir un numéro de repérage. Je sais que ça coûte plus cher, mais payez le 20 $ ou je ne sais pas combien ça coûte pour avoir le numéro de repérage parce que c'est une robe de 20 000 $. Donc, vous voulez absolument savoir où est la robe, où elle est rendue, comment ça, elle n'est pas encore arrivée si c'est le cas, parce que Chanel va te poser la question. Et aussi, il faut faire attention au niveau des descriptions. Donc, évitez de mettre robe Chanel 20 000 $. Comme FedEx va avoir un petit envie de le garder s'il voit ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, essayez d'éviter de mettre trop de descriptions. Par exemple, mettez pas Chanel, mettez pas le nom de l'artiste, mettez pas comme robe portée par Rihanna ou Beyoncé. Parce que c'est des choses qui vont inciter les gens à avoir envie de justement l'ouvrir ou même le garder. Donc, les faux pas, on a presque terminé. Donc, au niveau des faux pas, voici des choses qu'il faut éviter. Être trop brillant, c'est pas, surtout en tant qu'assistant styliste, tone it down. Des fois, on se dit, mais je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui pense que notre travail en tant que styliste, ça ne demande pas de concentration.
parce que c'est artistique, mais ça demande de la concentration. OK? La pire chose, c'est d'avoir une assistante qui fait beaucoup de bruit, qui bouge les choses, qui fait du bruit ou qui pose des questions, trop de questions. Comme essayer d'être discret, mais pratique et utile. OK? Une autre chose qu'il faut faire attention, c'est de donner crédit pour le travail d'une chef styliste. Donc, quand vous êtes assistant styliste, même si vous êtes uniquement en train... OK, je vais vous donner un exemple. Admettons, je suis la chef styliste et je vous engage comme assistant styliste et je vous dis, je veux des vestes roses. OK? Et toi, en tant qu'assistant styliste, tu as fait toutes les boutiques pour acheter la meilleure veste rose et que moi, quand j'ai regardé, je t'ai dit quelle veste rose était bonne et que quand c'est arrivé dans le magasin, dans le photoshoot, je les ai agencées avec ton aide. Le travail, quand même, le crédit va toujours à la chef styliste. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie. Okay? Puis à un moment, toi, tu vas plus être assistante, tu vas être chef styliste et ton assistante doit te donner le crédit aussi. Fait qu'en d'autres termes, si par exemple, tu fais un photoshoot et au photoshoot, on te demande, oh my God, cette veste rose est tellement belle. Oh my God, où est-ce que vous avez trouvé ça? Tu vas pas dire, ah, c'est moi qui l'ai trouvée. Girl, j'ai été chez Zara, j'ai trouvé cette veste et c'était fabuleux. Non, c'est pas ce que tu fais. OK? Tu laisses ta chef styliste répondre. Des fois même, la chef styliste va peut-être te regarder comme, oh, où est-ce qu'on a trouvé encore? Si elle ne sait pas, puis tu pourrais dire comme, oh, on l'a trouvé chez Zara. Ah, OK, ouais, cool, etc. Tu comprends? Et ça dépend des chefs stylistes. Il y a des chefs stylistes que vraiment ça ne va pas leur déranger, puis ils vont être comme genre, ah, c'est mon assistant qui l'a trouvé, et puis cool, c'est bon. Mais si vous travaillez avec une chef styliste que vous ne connaissez pas, vous venez de commencer à travailler avec elle, vous ne connaissez pas encore justement comment qu'elle perçoit cette chose-là, play safe, comme juste donner le crédit au chef styliste, OK? Et la réalité, pourquoi on donne toujours le crédit au chef styliste? Parce que c'est elle qui a le mot final au niveau des tenues. Moi, je me rappelle, j'ai fait un photoshoot récemment et j'avais une assistante styliste qui avait trouvé vraiment de beaux items. C'était vraiment, vraiment beau. C'était une thématique vraiment spéciale, justement, pour ce photoshoot-là. Et les items étaient beaux, mais les agencements, c'était pas vraiment ce que le photographe voulait. Et au final, je me rappelle, elle m'a montré les vêtements, puis on s'est rencontrés une journée avant le shoot, puis j'ai tout réarrangé, j'ai tout changé les looks, en fait, l'ordre dans lequel les looks étaient, ou comment que c'était agencé, en fait. Et ça donnait comme un look totalement différent. Puis le photographe, il a dit, oh my God, j'adore ce look-là, j'ai adoré, etc. Fait que la question, c'est, est-ce que c'est les vêtements qu'il a adoré ou c'était l'agencement qu'il avait adoré? Fait que juste pour ne pas justement qu'il y ait comme d'ambiguïté entre vous puis votre chef styliste, si vous êtes assistant styliste, juste toujours dire comme, oh là, c'est la chef styliste comme la chef styliste, c'est elle qui a fait le travail au final. Et c'est comme ça dans l'industrie, dites-vous qu'à un moment donné, vous allez être la chef styliste, ça va être vous. Mais aussi, garantez que ce n'est pas tous les chefs stylistes qui sont comme ça. Okay? Moi, je suis une chef styliste que moi, c'est comme whatever. Comme genre, j'aurais juste tout simplement dit que c'est telle personne qui l'a acheté. Mais ce n'est pas tout le monde qui se sent à l'aise avec ça. Puis, une petite dernière chose que je veux dire. Dans la liste, j'ai mis ne pas respecter les hiérarchies. Ça aussi, c'est un faux pas. C'est parce qu'il faut garder en tête que le milieu de la mode, dans ce contexte-là, est très hiérarchique. C'est comme, il y a vraiment comme des... Toi, les top stylistes vont parler aux top maquilleuses, top coiffeuses. Les assistants vont parler entre eux. Tu vois un peu? Fait que ça pourrait même arriver que, par exemple, une assistante styliste va poser une question à la maquilleuse et la maquilleuse va être comme, pourquoi tu me parles? Comme, demande à l'assistante maquilleuse. Comme, c'est comme ça. OK, malheureusement, c'est souvent comme ça. Donc, juste garder ça en tête, OK? Juste garder ça en tête, juste vous préparer, parce que je sais que j'ai une de mes élèves, elle est allée dans un contexte de stage, parce que justement, elle travaille dans le milieu télévisé, et elle, malgré qu'elle avait été avertie, elle s'y attendait pas tellement. Elle sentait que justement qu'on la négligeait, qu'on ne prenait pas attention d'elle, puis c'était comme genre, la stagiaire, l'assistante. Mais la réalité, c'est que c'est souvent comme ça dans ces milieux-là. It's sad, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde, ce milieu-là. Il faut vraiment que vous ayez justement, on dit, like, thick skin. Il faut vraiment que tu sois capable de justement d'en prendre puis de ne pas le prendre personnellement. Okay? Dis-toi que tu as un objectif en tête. Puis si les gens veulent être snob, les gens veulent te bouder ou les gens veulent comme whatever, comme c'est correct. Et toi, tu vas juste faire ton travail puis tu vas juste t'assurer d'être le meilleur que tu peux être. Okay? Arriver en retard ou partir plus tôt, fail. OK? Si on te dit qu'il y a un photoshoot tu as un photoshoot aujourd'hui à 12h, à midi, prends pas un rendez-vous à 20h. Parce que ça se peut que justement, ça ne termine pas et que ça se termine jusqu'à minuit. OK? Donc, il faut toujours être disponible.
Manque de discrétion et tenue inappropriée. Donc, quand on parle de tenue inappropriée, voici des choses qu'il faut éviter. Les robes et les jupes, c'est à éviter juste parce que vous risquez d'avoir moins de mobilité dans le sens que tu veux être capable de plier, de lever. C'est sûr que si c'est une robe longue et évasée, peut-être que tu vas être plus à l'aise, mais tu veux vraiment donner l'impression, hey, I'm here to work, OK? Je ne suis pas ici pour faire ma fancy, faire ma cute avec ma petite robe. Non, 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 je suis venue travailler, mais en même temps, je suis stylée. Donc, les vêtements moulants aussi, c'est à éviter, c'est pas la place. Les décolletés, t'es pas là pour distraire les gens. Les accessoires exagérés, c'est relatif, OK? Donc, tu peux avoir un grand fedora, c'est bien. Mais par exemple, si tu as un collier qui va jusqu'au plancher, puis c'est comme non, comme tu es supposé être mobile puis à l'aise. Les items qui s'accrochent facilement, parce que ça peut abîmer les vêtements. Il n'y a rien de pire qu'un collier qui abîme une robe haute couture. Qu'est-ce que tu vas faire? Et un look trop laissé aller, parce que tu ne veux pas arriver en jogging et en t-shirt, ni en vêtements comme si j'ai un legging de gym. Non, non, tu veux être une styliste qui est bien habillée, mais qui est prêt aussi à travailler. Donc, voici mon devoir, OK? Le devoir que je vous donne. Tout à l'heure, j'avais mentionné que je voulais vous proposer de faire justement un test shoot. Donc, voici un rappel de comment vous pouvez réaliser ce test shoot-là. Donc, au fond, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous fassiez un test shoot avec justement une des options. En fait, je vous ai montré je vais vous montrer plusieurs options de célébrités que vous pouvez choisir. Donc, vous en choisissez un avec un projet de votre choix ou vous pouvez juste tout simplement sélectionner votre propre projet à vous. Et j'aimerais qu'on crée un tableau d'inspiration pour ceci, pour ce projet, une demande d'échantillon, je vais vous montrer un exemple, et que vous créez justement votre portfolio électronique tranquillement grâce à ces photos que vous allez faire. OK? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à le test shoot. Si oui, ça va être le moment de les poser. Ce que je vais faire entre-temps, c'est que je vais vous montrer justement à quoi ressemblent les différents documents que je vous avais promis que je vous montrerai. Juste pour m'assurer que vous savez exactement à quoi ça ressemble et comment le faire. Et, attends, je vais juste aller dans Call Sheet. Parfait. Et, OK. Donc, est-ce que tout le monde voit le Call Sheet? C'est écrit Annex Call Sheet. Je sais ça que tout le monde voit. Ah, OK, parfait, c'est bon. OK, d'accord. Donc, voici à quoi ressemble un call sheet. Donc, juste à titre de rappel, un call sheet, c'est quand, en fait, soit que vous l'envoyez si vous êtes celle qui est au chef du projet, comme styliste en chef et vous faites votre propre test shoot, c'est vous qui enverrez ce document-là à vos photographes, mannequins, maquilleuses, coiffeuses. Si vous êtes engagé par quelqu'un d'autre, généralement, c'est la personne qui vous engage qui va vous envoyer ça. Fait qu'un call sheet, c'est comme un rappel. Guys, everyone, voici le photoshoot, le lieu, l'endroit, l'heure, etc. OK? Puis ça va vous dire comme où aller. Ça, c'est vraiment un exemple que j'avais juste trouvé comme ça pour vous donner un exemple. À quoi ça ressemble. C'est juste un document qui dit quand se rencontrer et à quelle heure. Ensuite, la demande d'échantillon. Ça, c'est justement la demande que vous envoyez à les designers pour emprunter les vêtements. Fait que voici à quoi ressemble une demande d'échantillon. Encore une fois, ça va être un email ou une lettre. De nos jours, c'est plus des emails. Vous écrivez demande d'échantillon, vous mettez le nom de la styliste, vous expliquez c'est pourquoi. Fait qu'ici, en fait, c'est vraiment, vous faites comme un résumé rapide. Pour quelqu'un qui n'a pas le temps de tout lire, elle peut juste lire ça ici, puis elle va voir si oui, ça l'intéresse ou pas. Fait qu'elle va dire Emma Watson, oh cool, je l'aime bien. Ah, date le 20 mars, je ne sais pas si ça va être possible, on va pas être là. Ou ah ouais, ce serait possible. OK? Ensuite, vous mettez une description. Donc, je vais le lire rapidement. Ça dit bonjour, je vais habiller l'actrice Emma Watson pour une séance photo avec le photographe Nick Knight. Ces photos apparaîtront sur la couverture de Harper Bazaar Magazine. Moi, je lis ça, je suis déjà comme, what? Of course, je serais intéressée, right? Ensuite, je continue en disant, je serais ravie de l'habiller dans les tenues Chanel. Voici ci-dessus quelques tenues de la collection prête à porter 2019 avec lesquelles je pense pouvoir travailler. Dans le cas où ces échantillons ne sont pas disponibles, tout item similaire serait formidable. Très important de le mentionner, parce que peut-être que tu vas demander une jupe rouge en question, puis ils n'ont pas cette même jupe exacte, mais ils ont cette même jupe, mais avec un petit zipper, mais ça pourrait fonctionner quand même.
La direction artistique de cette séance est inspirée des années 40. Ce tournage aura lieu le jeudi 28 mars 2019. Ces échantillons doivent arriver à Montréal au plus tard le 27 mars. Merci d'avance pour votre temps et considération. Beverly Bellevue, livré à, je mets l'adresse et je fais demande d'échantillons. OK? Demande d'échantillons, ça peut être baissé. Et au fond, ici, je mettrai les looks. OK? Fait que look 1, j'aimerais la jupe. OK? Fait que ici, quand je dis look 1 puis je mets jupe, c'est que je veux pas c'est pas tout l'ensemble qui m'intéresse, c'est juste la jupe. Ici, la robe, bien évidemment. Ici, je veux juste la jupe. Ici, c'est la robe qui m'intéresse. OK? Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionnerait. Et la dernière chose que je voulais montrer, c'était la politique de styliste. Donc, la politique de styliste, ça, c'est un exemple de celui de Zara. Et je ne vais pas tout le lire parce que c'était vraiment, vraiment long, mais comme vous le savez déjà, tous les élèves de stylistes en ligne et Club International Stylist, vous allez avoir accès à cela, donc vous allez pouvoir le relire tranquillement à la maison. Mais en fait, ici, ça explique tout simplement que, par exemple, 25% du total de chaque reçu sera non remboursable. Donc, en d'autres termes, 25% de ce qui est emprunté doit être gardé. Ensuite, ça dit, au moment de l'achat, le gérant devra décider si les meilleurs vendeurs sont compris parmi les articles choisis. OK? Fait qu'il décide est-ce que oui ou non ces articles-là peuvent être donnés. Les remboursements sont seulement possibles les lundi au jeudi de 10h à midi, dans le but d'éviter la possibilité d'une ligne d'attente à la caisse. OK? Vous regardez, c'est tous les points que j'avais mentionnés tout à l'heure. Et les achats sont possibles seulement avec une carte de crédit. Donc, puis là, ça donne les conditions pour le remboursement. Donc, ça, c'est le cas souvent de la majorité des politiques de remboursement. Souvent, ça ressemble à ça. Donc, il vaut mieux vous y préparer puis vraiment vous assurer justement de répondre à justement ces règlements ou politiques, si on peut dire ça comme ça. Et la dernière chose que je vais vous montrer avant de faire le Q&R, avant de faire le Q&A, c'est je vais vous montrer quelques exemples de justement de projets que vous pouvez faire. C'est juste de l'inspiration. Vous pouvez vous inspirer de ça, vous pouvez faire autre chose. Et ça va être disponible à tout le monde. Donc, je vais le mettre en ligne pour que vous puissiez avoir accès à ça. Donc, vous pouvez, par exemple, faire un projet qui est sur, comme si vous habillez Rihanna. Donc, vous imaginez, si j'habillais Rihanna, comment je l'aurais habillée selon sa personnalité, son style, etc. La thématique serait les années 90. Le photographe Nick Knight, donc il faut faire des recherches sur le photographe Nick Knight pour voir quel est son envie, quel est son style, quel genre de vêtements qu'il aime avoir, quel est son style de photographie. Et faites comme si vous étiez en train de faire ce photoshoot-là pour Elle Magazine. OK? On a mis d'autres exemples. On a mis Kevin Hart. Kevin Hart serait un bon exemple aussi. On a mis Bruno Mars, qui serait vraiment un exemple intéressant à voir. Oh, Ariana aussi. Kim K, OK, si vous voulez justement, vous avez, aussi, je trouve que c'est bien de choisir des artistes ou un projet qui irait bien justement avec votre style, pas votre style, mais avec la clientèle que vous visez, par exemple. Donc, si vous savez que vos clients, ce sont des clients qui aiment beaucoup, vous voulez faire de la mode masculine, mais choisissez un t-shirt pour un homme en fait. Si vous savez que vous voulez faire les femmes, vous savez que vos clientes, elles aiment justement avoir un look plus ajusté, sexy, allez avec une personnalité comme Kim Kardashian. Ou si c'est plus sophistiqué, allez avec quelqu'un comme Beyoncé. OK? Ou si vous voulez aller avec un look plus edgy, qui sort de l'ordinaire, allez avec, par exemple, Rihanna comme exemple. OK? Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'ai quand même essayé de vous donner le plus d'informations possible dans le temps que j'avais. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, personnellement, ça m'a plu de faire ce cours-ci avec vous. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de répondre à ça. Et bien sûr, tous les membres du Club International Stylist et le Stylist en ligne Bootcamp, vous allez avoir accès à toute la documentation que je vous ai mentionnée. Et aussi, si vous faites le projet, s'il vous plaît, taguez-moi, taguez BU Stylist ou taguez Beverly Bellevue pour que je puisse voir la réalisation de vos projets et qu'on puisse aussi le republier sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez aussi avoir plus de visibilité. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les lignes pour le Q&R.